Bonsoir à tous, il est tout juste 19h. Bienvenue dans ce 19-20 en région centre. Et l'actualité de ce samedi marquée d'abord par cette opération de séduction de l'armée. Malgré l'annonce de réduction des budgets de la défense, l'armée poursuit ses campagnes de recrutement à Bourges. Mais en a-t-elle encore les moyens? Réponse dans un instant. Vous les avez peut-être entendus, des instruments à vent soufflent partout dans les rues d'Orléans. Les élèves du conservatoire sortent pour amener leur art dans la ville. Nos équipes les ont suivis. Et comme tous les samedis, on vous rafraîchit la mémoire. Maillé en Indre-et-Loire, village martyr en 1944. Retour sur cette histoire, 70 ans après, c'est à la fin de cette édition. Opération séduction de l'armée pour recruter des nouveaux militaires. Elle a déployé tout son matériel aujourd'hui à Bourges, une véritable démonstration de force. Pourtant, il est question, vous le savez, de réduire les budgets de la défense pour arriver aux 50 milliards d'économies de l'État. Alors, ont-ils vraiment les moyens de recruter ? Nos équipes leur ont posé la question. Nicolas Chigot et Sylvie Françoise. Dans un cockpit ou au volant d'un véhicule blindé, l'armée tente de séduire ses futurs recrues. Une campagne dans un contexte national complexe, car la défense pourrait être mise à nouveau à contribution pour le plan d'économie. Les chargés de recrutement ne sont pourtant pas trop inquiets. On n'a absolument aucune inquiétude parce que le recrutement doit continuer comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est une logique de flux. On a une armée jeune, une armée opérationnelle, une armée avec 72% de contractuels. Donc le recrutement continuera à ce niveau. 15 000 personnes travaillent dans le secteur de la défense dans le Cher. De nouvelles économies pourraient mettre ces emplois en danger. Mais le département dispose de certains atouts. Je pense au champ de tir de la délégation générale pour l'armement, il est unique. Les écoles, on a un nombre de bâtiments techniques et de formations qui sont aussi uniques ici. La base aérienne, c'est la base des AWACS, elle est en position centrale au milieu de la France. On n'a à mon sens, aucune inquiétude à avoir pour Bourges. C'est plutôt du côté des industries de la défense que les commandes tendent à se raréfier. Nexter et MBDA, les deux gros industriels du département, sont inquiets. Chez le missilier, les 2 derniers contrats avec l'État sont passés in extremis. Le dernier est encore en suspens. Les industries de défense ont largement contribué aux efforts pour retrouver une situation économique satisfaisante, j'allais dire. Et à un moment, il faut effectivement savoir s'arrêter. Inquiétude ou pas, les étoiles dans les yeux sont là et la relève semble assurée. Vous les avez peut-être aperçus dans les rues d'Orléans. Aujourd'hui, les Gilets jaunes ont manifesté contre la réforme des rythmes scolaires qui prévoit notamment le retour à la semaine de 4 jours et demi. Vous le voyez, ils étaient peu nombreux, une trentaine de parents d'élèves, de syndicats de professeurs place du Mar3, ce qui ne les a pas empêchés de faire entendre leurs revendications. Écoutez. Notre revendication, elle est très simple. On demande dans un premier temps une suspension de l'application de la réforme à la rentrée 2014. On demande l'abrogation pure et simple de ces décrets, tout simplement parce que cela permettrait d'ouvrir de nouvelles discussions. Notre position, qui est souvent déformée, est la suivante. Une réforme de l'école, y compris de ces rythmes, oui, mais pas dans ces conditions. C'est pour ça que le mot d'ordre de la manifestation d'aujourd'hui, c'est ni décret Payon, ni décret Hamon. Pour nous, c'est 2 fois non, mais on repart sur d'autres bases. N'oublions pas qu'en 2013, si ça s'est bien passé dans certaines communes, il y a eu un passage en force dans un certain nombre d'autres communes, les conseils d'école n'ayant même pas été consultés, et le maire s'étant octroyé de nouveaux pouvoirs qui lui sont désormais conférés par la loi. Incident ce matin au tribunal administratif d'Orléans. Une canalisation a rompu, ce qui a provoqué un dégagement de fumée important. Plusieurs pompiers ont dû intervenir, 2 rues ont été bloquées. Un gardien du tribunal a été légèrement intoxiqué. Pas de dégâts matériels à constater. Un peu de sport maintenant. Hier, Bourges a battu Montpellier 55-53 lors du match retour de la finale de Ligue féminine de basket. Un match gagné de justesse, mais l'important c'est que les Tangos, championnes de France en titre, vont pouvoir disputer la belle face à Montpellier. On en reparle bien sûr demain. Et un autre match de basket, mais une défaite cette fois pour Blois qui jouait hier face à Charleville, 85-71. Blois a tout de même une dernière chance de monter en Pro B. La belle se jouera demain dans les Ardennes. Résumé du match d'hier avec Grégoire Schott et Daniel Samulzik. Tenue de combat pour un match à qui tout double. Toute de blanc vêtue, la salle Bayard est prête. Battue au match aller, l'enjeu est simple pour le sanglier ardennais. Gagner pour continuer à espérer. Vivre ou mourir, l'étoile a visiblement choisi la première solution. Pas de doute, les Blancs sont bien présents. Monia Pratt
montre la voie. Ses coéquipiers suivent son chemin avec déjà une belle adresse à 3 points. Et quand ça ne rentre pas, une belle présence au rebond. Vainqueur ici même en saison régulière, Blois répond avec ses shooters, notamment l'ex-international Cédric Ferchaud. Mais Charleville resserre sa défense et fait la course en tête. Plus 6 à la pause, plus 10 après le 3e quart-temps. Ils ont été beaucoup plus agressifs que nous, des deux côtés du terrain. Ils ont vraiment été très très bons dans l'intensité sur 40 minutes. Donc oui, sur l'ensemble du match, ils méritent de gagner, même si à un moment donné, on aurait pu faire tourner les choses. L'équipe du Loir-et-Cher revient en effet à 2 petits points dans la dernière période. Mais les Carolos gèrent parfaitement le money time. Leur réussite au lancer franc et leur détermination dans la raquette font la différence. Score final 85-71. On a gagné le bataille de Rombon alors qu'on est face à une équipe beaucoup plus physique que nous. Ça prouve quand même que cette équipe a un mental d'acier. On a vraiment obtenu ce qu'on voulait. Maintenant, la difficulté, c'est de rééditer la chose. Car dès demain, il faut remettre ça. Et lors de cette fameuse belle, l'Étoile et son capitaine Fabien Calvez auront encore l'avantage du parquet. Ça aurait été une grosse déception de finir ce soir. Là maintenant, on a travaillé dur toute l'année, on a fini 3e pour avoir cet avantage-là du terrain. Donc voilà, on en profite ce soir, maintenant il faut terminer le boulot dimanche. Une place dans le tournoi final dont le vainqueur ira en Pro B. C'est l'enjeu de cette dernière bataille de la saison à Bayard. Le public compte bien jouer son rôle à fond. Et puis en ce moment même, Fleury-les-Aubrais, l'équipe de handball féminin de l'agglomération d'Orléans, affronte ici Paris pour la finale de la Coupe de France à Paris. Un match qui arrive une semaine seulement après avoir été éliminé par cette même équipe en demi-finale du championnat de France cette fois. Score à la mi-temps 8 partout, c'est serré, on leur souhaite bonne chance. Et malgré le mauvais temps, dans le Loiret, les brocantes et vides-greniers attirent toujours autant de monde. La preuve, beaucoup de monde aujourd'hui à Boigny-sur-Bionne, près d'Orléans. Vous allez le voir, les vendeurs ne sont pas tous adultes, les petits s'y mettent aussi. Reportage de Flavien Texier et Louise Simondet. Un dernier coup d'œil aux jouets. Tout semble bien installé. Aujourd'hui, Lucie s'improvise vendeuse. Je vends des poupées, un téléphone de princesse. Objectif de la journée pour Lucie, ne pas rater le client et transmettre ses jouets. Ceux qui les prennent, et ça me fait plaisir parce que après c'est eux qui vont jouer avec et qui vont aimer jouer avec. Mais ce que Lucie ne dit pas, c'est qu'elle est là aussi pour récolter un peu d'argent. De l'argent qui sera ensuite reversé à une association de parents d'élèves de l'école de Boigny. La petite fille s'est occupée de tout. C'est elle qui a décidé lesquels elle voulait se séparer. C'est la première fois qu'elle vendait ses jouets. Et elle a fait le choix, elle m'a dit « Maman, je veux vendre ça, ça et ça ». Et puis voilà, ça ira à l'école. Pour les sous iront à l'école. Beaucoup de familles grandissent, au contraire, il y a des enfants qui partent, on s'aperçoit qu'on a de la place qui est prise par un certain nombre d'objets anciens dans sa maison et on souhaite s'en débarrasser ou en faire profiter quelqu'un d'autre, leur donner une deuxième vie. C'est parfois un sacrifice ? Je pense, oui. Pour par exemple des enfants, quand ils vont vendre leurs jouets, c'est quand même une décision qui est un petit peu difficile à prendre parfois. Pas pour Lucie, la petite fille est ravie d'avoir fait ce choix. La pluie, en revanche, a un peu contrarié ses projets, comme ceux des autres exposants. Mais c'est promis, ils reviendront. On ouvre maintenant notre page culture. Après les corps de l'an dernier, les instruments à vent ont envahi la ville d'Orléans cette année. Et Bérénice Dufay, vous y étiez. Alors je suis très précisément devant la maison de Jeanne d'Arc où vous les entendez, les cordes tiennent la vedette. L'an dernier c'était les cordes, cette année ce sont les instruments à vent qui ont envahi la ville toute la semaine. Ils sont allés là où la musique n'a pas forcément lieu d'être. Ils sont allés aux Galeries Lafayette par exemple, place du Mar 3, ici devant la maison Jeanne d'Arc, au musée des Beaux-Arts. Petit résumé de la journée et on se retrouve juste après. Le cor est resté pendant plus de 6 siècles un instrument destiné soit à la guerre, enfin je veux pas dire qu'on se tapait dessus avec des cors, soit au divertissement. Toute l'histoire du cor racontée au musée des Beaux-Arts, c'était ce matin, et sur la scène de l'auditorium, que des cornistes ou presque de 7 à 77 ans. Ça change l'ambiance, ça change la façon de jouer, la façon de percevoir notre instrument. Et pour les élèves, c'est une aventure puisqu'on se produit rarement au cours de spectacles comme cela. Voilà. D'autres instruments à vent
à l'extérieur cette fois avec la fanfare des trompettes. Avide Grandvent porte bien son nom aujourd'hui, mais le conservatoire est prêt à tout pour se débarrasser de son image poussiéreuse et élitiste. C'est important parce que le conservatoire est un instrument, un établissement qui a son prestige, mais qui peut parfois paraître aussi un peu fermé. Donc les Orléanais ne connaissent pas forcément ce qui s'y passe et l'excellence de l'enseignement qui s'y passe. Même la maison de Jeanne d'Arc y a eu droit, au son des cuivres là encore, dans ce décor historique pour le plus grand plaisir des Orléanais. Ça fait penser à la musique ancienne déjà. Ensuite, c'est un cadre qui se prête à ça parce qu'il y a une grande résonance. Je l'ai entendu, j'étais rue Jeanne d'Arc et c'est pour ça que je suis venue là. Agnès Hervé-Lebon, vous êtes la directrice du Conservatoire d'Orléans. Alors quand vous voyez tous ces instruments avant, on a vu les trompettes, les flûtes, les tubas, les hautbois envahir Orléans, et que les gens des fois s'arrêtent pour écouter, vous dites quoi? Paris gagné? Paris gagné, ça c'est certain. Le temps n'étant pas forcément toujours de la partie, c'est pas forcément facile de mobiliser le maximum d'habitants. Mais c'est ça vraiment l'objectif du conservatoire, c'est vraiment de se retrouver au cœur de la cité et d'être vraiment avec la population dans des lieux où on ne va pas forcément naturellement. Parce que l'objectif c'est quoi? On dit toujours que le conservatoire c'est quand même un lieu un peu poussiéreux, plutôt réservé à une élite, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Vous avez envie de dire on va casser les clichés finalement. Exactement. On est aussi capable d'être hors nos murs, on est vraiment en capacité de redonner tout ce qu'on sait faire à l'ensemble de la population. Donc sensibiliser tout le monde autour de nos événements à nous et pas rester uniquement dans nos murs, à l'Institut, dans les différents bâtiments du conservatoire. Autre question qui est d'actualité, vous le savez, le désengagement de l'État, le conservatoire d'Orléans est touché, 300 000 €. De moins, c'est beaucoup pour une institution, pour un conservatoire. Quelle inquiétude, des profs en moins d'élèves accueillis? C'est ça, je dirais au niveau national, on est tous dans ce paysage qui va vraiment changer. Donc ça va être à nous de trouver des solutions pour parer à ces suppressions de subventions. C'est vraiment le gros problème. Ça nous inquiète évidemment fortement. Il y a déjà des profs qui ne sont pas renouvelés, il y a déjà des postes. Qui ne sont pas renouvelés. Donc du coup, comment on fait face à ça et où est-ce qu'on emmène du coup les choix pédagogiques qu'on va faire par la suite? C'est vraiment ça notre inquiétude d'aujourd'hui. Quand vous voyez que la mairie ne veut pas compenser cette perte, c'est aussi un choix politique, ça vous met en colère? Je peux dire oui, forcément, je ne vais pas dire le contraire, ça me met en colère, c'est évident. Par contre, on est lucide aussi sur le contexte national, on ne l'invente pas. Donc forcément, ça nous révolte parce qu'on est amoureux de notre travail. Parce que vous qui aimez la musique, vous qui aimez la démocratie, vous qui aimez le fait que les enfants puissent justement être de futurs musiciens, futurs danseurs, c'est important dans une ville comme Orléans. C'est important pour la construction de toute une population. Le domaine culturel, c'est aussi une philosophie de vie, c'est aussi une philosophie de partage. Et du coup, ça, il faut absolument qu'on le conserve et qu'on le préserve de toute manière que l'on peut. Donc c'est ça l'enjeu de la suite. Merci beaucoup Agnès Hervé-Lebon. Et puis dernière petite précision, Avide Grandvent, ça continue demain avec un grand concert. Le concert a prévu à 16h30 à la cathédrale d'Orléans et c'est gratuit bien sûr. Ce n'est pas tous les jours que l'on fête ses 1000 ans, c'est l'âge du donjon de Loches qui surplombe le Val de l'Indre. Et pour l'occasion, l'association À tous les temps a organisé une fête médiévale qui va durer tout le week-end. Et pas de fête médiévale sans danse, ménestrel et restauration à la mode d'autrefois. Alain-Georges Monnet et Jean-Philippe Tranvoise. Et pas de pommes de terre, parce que la pomme de terre, elle n'existait pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge aussi, il y avait des chefs qui donnaient des conseils en faisant cuire le rouet. Des musiciens, des ménestrels, des instruments d'époque et même des soldats qui, le bivouac installé, parcouraient les louves sèches du château de Loches. Nous étions bien à la deuxième fête médiévale organisée par l'association À tous les temps. Il y a des costumes qui sont faits par nous-mêmes, il y a des costumes qui sont loués à Mon Trésor se raconte. Et puis on fait des répétitions, nous, le jeudi soir. Le jeudi soir dans une salle sportive au COSEC. Et donc 20h, 22h. Et donc un jeudi soir, on fait du chant et de la danse, et l'autre soir, on fait du théâtre et de la danse. Et voici celui à qui revient l'honneur de cette fête. Le célèbre donjon de la forteresse, construite par Fulconera. C'était il y a tout juste 1000 ans.
Il y a son histoire un petit peu de prison avec la Balue, bien sûr, qui a été emprisonné dans ce donjon, puisqu'il a perdu, après le Moyen-Âge, à l'époque de la Renaissance, sa fonction de résidence, parce qu'on avait construit un logis quand même un peu plus agréable à côté, où Charles VII pouvait bien sûr recevoir sa maîtresse Agnès Sorel. Le cadre était un peu plus confortable, et on a transformé un petit peu ce lieu en prison d'État, où quelques grands du royaume qui ne convenaient pas au roi ont pu être enfermés. Mais au pied du cachot de Philippe de Comines, c'est de fêtes dont il est question, de ripailles, de foisses, de tirs à l'arc, de chants et d'initiation aux danses médiévales. Bonne nouvelle, on vient de l'apprendre, les Fleurissoises qui jouent en ce moment à la Coupe de France de handball à Paris mènent pour l'instant 18-15. C'était juste pour vous le dire. Vous rappelez-vous, du 25 août 1944, Paris est libéré. Au même moment, Maillé, ce village au sud de l'Indre-et-Loire, se retrouve encerclé par les Allemands. Un massacre s'ensuit. Maillé, village martyr, nos équipes vous ramènent 70 ans en arrière. Pour notre série, on a retrouvé la mémoire. C'est signé Flavien Texier, Amélie Rigaudenzot et Virginie Poulain. Le 25 août 1944, Paris fête sa libération et au même moment, Maillé, au sud de l'Indre-et-Loire, s'apprête à vivre un terrible cauchemar. Une colonne de soldats SS massacre froidement 124 personnes, dont une cinquantaine d'enfants âgés de moins de 15 ans. On en parle dans un instant avec un spécialiste de cette histoire, mais d'abord, les archives. Maillé, village de Touraine aux confins du Poitou, fut le théâtre d'une tragédie qui fait penser à Tulle ou à Oradour et dont on se souvient tous les ans à cette époque. Il y a 26 ans, en effet, les nazis massacraient une partie de ses habitants à la suite d'incidents avec les résistants et dans leur rage, ils incendièrent la quasi-totalité du village et tuèrent les animaux. Acte sanglant de fanatiques d'un régime qui sentait venir sa fin, acte qu'on ne peut oublier, d'où cette cérémonie du souvenir en présence du préfet d'Indre-et-Loire, du président du Conseil général, accompagné de personnalités locales et des habitants de Maillé. Voilà pour ces images tournées en 1970. Notre invité, c'est Sébastien Chevreau. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien de la Seconde Guerre mondiale en Touraine. Vous connaissez bien l'histoire de Maillé. Mais avant de parler du passé, un mot sur l'endroit où nous sommes installés aujourd'hui. Donc là, nous sommes au milieu de la maison du souvenir de Maillé, l'ancien café Mété, l'ancien café du village, qui est le dernier lieu encore en place du massacre de Maillé. Ici, dans ces pièces, 5 personnes ont été tuées. Alors, ce 25 août 1944, pouvait-on imaginer ce qui allait se passer ? Non, c'était tout à fait inimaginable. Le matin, les gens se réveillent et les hommes partent au champ parce qu'il fait chaud, ça va être bientôt la saison des moissons, ils partent travailler. D'où viennent les Allemands ? Principalement de 3 endroits, de Châtellerault, de Noître, le village d'à côté où il y a une base militaire, et de Tours. Donc ils vont entrer dans le village et ils vont tuer toutes les personnes se trouvant devant eux. Pas que des personnes, tout être vivant. Il les tue de toutes les manières, à la grenade, à la mitrailleuse, au pistolet et à l'arme blanche. Après avoir tué les personnes, ils incendient toutes les maisons et tous les lieux d'habitation autour d'eux. Ils quittent le village, ça dure 2 heures. Et après, un canon va bombarder les 60 maisons qui sont en flammes. Ils vont lancer 80 obus sur une 60aine de maisons. On va parler de l'enquête, mais juste avant, regardez ces témoignages filmés en 1994, c'était il y a tout juste 20 ans. Vous connaissez ces personnes, vous les avez rencontrées pour les besoins de votre propre enquête. Regardez, et on vous retrouve juste après. On était descendu à la cave, et vers 11h, il y a un groupe d'Allemands qui est venu, qui nous a fait sortir, et nous avons traversé tout le pays jusqu'au point ici, là. Et là, les 2 Allemands qui nous encadraient se sont écartés et ils nous ont tiré au fusil mitrailleur. Mon épouse et moi-même, nous avons perdu en tout 37 parents, et donc depuis mon père jusqu'à des cousins. Vous les connaissez bien, ces gens ? Oui, tout à fait. Certains d'entre eux même ont témoigné pour la première fois avec moi. Ils n'osaient pas en parler, surtout pas leurs enfants. Un peu plus peut-être au début avec leurs petits-enfants. Mais j'étais quelqu'un d'extérieur du village, donc j'étais quelqu'un d'un peu plus neutre.
Nous sommes à la fin de la guerre. Il y a des enquêtes, mais des enquêtes menées bizarrement. Oui, il y a beaucoup d'enquêtes, sauf qu'on fait des enquêtes. Après, elles sont plus ou moins bien menées, plus ou moins bien rapidement. Au début des années 50, pourtant, un officier allemand, le sous-lieutenant Schluter, va être condamné. Il a fallu attendre 1950, trouver sa maîtresse française pour connaître son prénom et son unité. On va ainsi pouvoir le trouver, on lui passe une audition, il nie tout, et le lendemain de son audition, il s'enfuit. Et donc en 1952, on fait un procès par contumace, on ne l'a pas attrapé, il s'est enfui, on ne sait pas où il est, et on le condamne à mort pour acte de guerre, pour crime de guerre, mais par contumace. Il n'est pas là. Et le crime va être prescrit en 1974. L'enquête est au point mort. Et il faut attendre finalement que la justice allemande, elle, fasse son mea culpa. Il a fallu attendre la création de la Maison du Souvenir, que les choses commencent à travailler, qu'on ait des contacts en Allemagne, de rencontrer des policiers qui se disent « mais il ne peut pas être le seul à avoir fait ces 124 morts ». Donc ça veut dire qu'il y a encore des possibilités de rouvrir une enquête, non pas contre Schluter, mais contre les autres personnes qui auraient pu participer à ce massacre. Et c'est ce qui va se passer. Et regardez cette image, nous sommes à la fin des années 2000, en 2008, il me semble. Regardez devant la stèle du souvenir, le procureur allemand de l'époque, Ulrich Maaß, qui se recueille. Ça, c'est un moment important, Sébastien Chevreau. Ah, tout à fait. C'était un symbole très fort aussi pour les rescapés de Maillet. Ce procureur aujourd'hui n'est plus là, mais un autre a pris le relais. C'est le même procureur qui enquête à Maillet, mais également en Haute-Vienne, à Oradour-sur-Glane. Oradour, on le sait, un ancien SS cet hiver a été mis en examen. Ça veut dire quoi pour Maillet? C'est de bon augure pour Maillet? C'est encore possible de trouver encore des personnes en Allemagne ayant participé ou étant simplement des témoins du massacre de Maillet. Maintenant, les crimes de guerre sont imprescriptibles. Ça évite peut-être d'en recommencer. Merci infiniment Sébastien Chevreau d'avoir entretenu et conservé cette mémoire. Et nous, on se dit à bientôt. Allez, on se quitte sur ces images et cet air de Happy, le tube de Pharrell Williams. C'est la musique qu'a choisie l'Association des paralysés de France pour son flash mob à Tours. Valides et non valides ont dansé ensemble pour changer le regard sur le handicap. Tout de suite, le 19 national. Très bonne soirée.